moitié de conférence, en deuxième partie, il y aura un temps d'échange avec vous, avec la salle, et un micro-baladeur sera à votre disposition. Pour cette partie questions-réponses, je vous demanderai juste de bien vouloir vous présenter et de poser des questions assez courtes. Ça, ce sera pour la dernière demi-heure de la soirée, et en principe, on va jusqu'à 20h15. Voilà, Nawal, c'est à vous. Merci. Monsieur Mukwege, monsieur le lauréat du prix Sakharov 2014, madame la députée européenne vice-présidente de la Commission droits de l'homme, monsieur le député européen, cher Édouard, madame la présidente du club de la presse, cher François, je l'ai vu tout à l'heure, mesdames et messieurs, et surtout très chers amis. Permettez-moi de vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir ici au nom de notre maire, Roland Ris, et je tiens tout particulièrement à remercier le Parlement européen, le magazine Europolitics et notamment M. Olivier Mirguet, journaliste, qui va animer les débats de ce soir, ainsi que le club de la presse pour nous avoir aidés à organiser cette conférence publique. Je salue et remercie très chaleureusement le lauréat du prix Sakharov présent ce soir parmi nous, le docteur Denis Mukwege, ainsi que Madame Barbara Lochbihler, M. Édouard Martin, qui ont accepté de venir débattre ici ce soir à Strasbourg et d'apporter leur témoignage, leur expertise et leurs paroles singulières. Je souhaitais, mesdames et messieurs, également saluer les autres personnes ou mouvements qui ont été nominés pour ce prix, le mouvement ukrainien Euromaidan et la militante azerbaïdjanaise des droits de l'homme, Leyla Yunus, qui est malheureusement actuellement emprisonnée. Ce débat que nous avons souhaité est né, je dois le dire, du partenariat extrêmement productif et intéressant avec le Parlement européen depuis 2008 dans le cadre de cette remise du prix Sakharov. Et je tenais officiellement, publiquement, à remercier tous les représentants du Parlement européen ici présents pour ce partenariat. Mesdames et messieurs, c'est un honneur pour nous en ce jour d'accueillir parmi nous le docteur Denis Mukwege, un homme qui a décidé de consacrer sa vie à la lutte contre la barbarie. Ceci en dépit du danger encouru, des menaces de mort proférées à son encontre. Le docteur Mukwege fait partie de ces êtres qu'Hannah Arendt, dans sa vision très personnelle qu'elle exprimait sur le devenir de l'humanité, appelait les résistants, les hommes qui pensent, qu'elle estimait à l'opposé de ceux qui consentent, par une sorte de paresse de l'esprit, à l'ordre des choses, au monde tel qu'il est, fut-il insupportable. Le docteur Mukwege est cet homme libre, justement récompensé par le prix Sakharov de la liberté de l'esprit du Parlement européen. Sa lutte, il la mène depuis 15 ans. Une croisade entreprise d'abord dans la solitude, désormais soutenue par les plus hautes instances européennes et internationales. Tout commence en 1999, quand s'impose à lui la nécessité de construire un hôpital doté d'un bloc opératoire d'urgence destiné à accueillir les femmes de la brousse, lesquelles sont dans l'incapacité de rejoindre la ville de Bukavu. L'hôpital sera donc bâti à Panzi. Nous sommes en République démocratique du Congo, au Kivu, dans la province de l'Est. Une terre riche, convoitée par les pays voisins, déchirée, décimée par les guerres intestines auxquelles se livrent l'armée régulière et celle de la rébellion. Or, une région en proie à la guerre signifie des populations livrées à la violence et à la barbarie. Voici le lieu où tout a commencé. Et voici le résistant, l'homme qui pense. Son but était alors l'urgence médicale. Or, en cette année 1999, elles arrivent. Les femmes et leur nombre va croissant, d'année en année. En 2000, elles seront 150, puis très vite 3000. Et ainsi en sera-t-il chaque année toujours plus nombreuses. Et toutes, elles viennent, traînant leur cœur meurtri, chercher aide et assistance. Elles viennent de l'enfer. Elles découvrent ce havre de paix, ce miracle. Car ce ne sont pas de simples mères de famille qu'accueille le docteur Mukwege, ou de jeunes femmes, de jeunes mères près d'accoucher. Ces femmes défigurées par la douleur, au regard hanté, sont des rescapées, des femmes détruites, souillées. Toutes, elles ont été violées, torturées, mutilées. Et ce crime a été perpétré en présence de leur famille, ce qui signifie pour elles un double malheur. Chassées, humiliées, vomies par leurs proches, les voilà condamnées à l'exil et à l'errance. Car il nous faut comprendre ce scandale absolu inouï. Le champ de bataille des hommes en guerre s'est désormais déplacé d'un lieu connu, entendez une terre, des biens, des richesses, vers un lieu de chair et de sang, le plus vulnérable de tous,
parce que traditionnellement soumis à des coutumes strictes, souvent cruelles, vouées à la reproduction, symbole même de la pérennité du groupe, tabou indépassable. Et comme tel, champ de bataille infiniment plus destructeur, arme absolue. Ce qui est à l'œuvre ici, c'est cela même qui s'étend déjà à d'autres lieux, d'autres pays. Car enfin, au-delà de l'Afrique, partout, la guerre a changé de visage et s'étend tout naturellement, pendant qu'on fait silence, au corps martyrisé de femmes, d'enfants, car il s'agit rien de moins que de détruire l'avenir même de ces sociétés. Ainsi nous apparaît la révélation effrayante d'un déni d'humanité, dans un monde assourdissant de médias sourds et muets. Qui nous dira combien est irréparable la blessure faite au corps d'un enfant? Le docteur Mukwege et tous ceux qui travaillent à ses côtés, eux, ne se sont jamais détournés de ces corps martyrisés et humiliés. Combien de temps encore faudra-t-il faire face à ces lits souillés de sang qui s'écoulent des plaies de ces malheureuses? Le docteur Mukwege, le résistant, l'homme qui pense, est venu vers nous aujourd'hui. Il vient de loin, et cette présence même nous enjoint à tous d'entendre les cris des victimes, d'exprimer publiquement, avec force et sans désemparer notre indignation face à ces crimes, d'apporter notre soutien tout entier à l'œuvre magnifique du docteur Mukwege. Parce qu'il n'existe au monde aucune autre réponse pour tous les jours, toutes les années à venir. Aucune réponse à ce que l'écrivain Carol Oates a nommé si justement dans une de ses œuvres, la plainte déchirante de l'univers. Je vous remercie, docteur Mukwege, je vous remercie tous. Merci, monsieur Olivier. C'est un réel plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Je vais remercier le maire de Strasbourg pour ces discours, en fait, où je me pose même la question si j'aurais d'autres mots à ajouter. J'aurais souhaité qu'on passe directement à la discussion, tellement vous aviez très bien décrit, en fait, c'est que j'avais pensé pouvoir discuter avec vous ce soir. Honorables députés, représentants des peuples européens, distingués invités, à vos titres et qualités, chers compatriotes, je suis très content ce soir de voir que dans cette salle, il y a beaucoup de compatriotes congolais qui ont bien voulu répondre présents à cette conférence et je vous remercie d'être là. Chers amis, je vous remercie de nous accueillir à cette conférence publique dans la ville de Strasbourg, devenue symbole de la démocratie et des droits de l'homme. Hier, nous avons eu le plaisir de visiter les lieux d'Europe, récemment inaugurés pour informer le public sur les liens de cette ville pivot dans l'histoire de la construction européenne, pour rapprocher les citoyens des institutions et pour faire partager les valeurs de démocratie et de paix et des droits de l'homme. Aujourd'hui, les élus des nations européennes nous ont accordé le prestigieux prix Sakharov pour la liberté de penser. Et nous répartirons demain à l'hôpital des Panzi avec l'espoir de lendemain meilleur en République démocratique du Congo. Nous avons l'espoir que ces prix marqueront un tournant pour la paix, la justice, la démocratie dans un pays où ces notions restent en fait à ce jour des concepts tout à fait abstraits. Amis des droits de l'homme et de la démocratie, en République démocratique du Congo, les premières élections libres de notre pays ont eu lieu en 2006 et notre constitution garantit sur papier les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Nous avons ratifié divers instruments de protection des droits de l'homme. Nous avons une meilleure loi sur les violences sexuelles. Quand j'ai lu moi-même cette loi, je me sens très fier en fait que nous ayons une loi en fait qui pouvait réprimer et nous permettre de ne plus parler de ces problèmes en République démocratique du Congo. Mais nous devons combler le fossé existant entre ces cadres normatifs et l'absence de la mise en œuvre de cette loi. Il n'y aura pas de paix ni de développement sans respect des droits de l'homme. Nous pensons que le respect des droits de l'homme est vecteur de paix et de cohésion sociale. Et nous aspirons à ce qu'un jour notre justice puisse offrir des recours effectifs aux citoyens.
sa mise en œuvre sans effectivité, les droits de l'homme se limiteront à n'être qu'un idéal et une aspiration. Nous sommes confiants dans l'avenir, car un jour la loi des seigneurs des guerres sera remplacée par la justice à laquelle les femmes victimes de viols aspirent. Car la justice est un processus indispensable pour permettre aux victimes d'entamer le cheminement qui les amènera à la restauration de leur dignité. Telle est la raison pour laquelle le médecin que je suis est devenu un militant pour le droit de l'homme et un fervent défenseur de la lutte contre l'impunité. Nous gageons que le peuple d'Afrique, et plus particulièrement les femmes victimes de violences sexuelles, connaîtront un jour la justice, car les crimes dont elles sont victimes et qui seront l'objet en fait de notre exposition ce soir sont imprescriptibles. Et nous pensons que le fait que ces crimes soient imprescriptibles, un jour justice leur sera rendue. Et donc je vais rapidement, en fait nous allons ce soir discuter sur les viols comme arme de guerre, le cas de la République démocratique du Congo, mais je m'en vais directement vous dire que, en fait, aujourd'hui, on voit très bien que cette arme est utilisée dans tous les conflits, que ce soit en Amérique latine, récemment en Europe, pendant la guerre du Balkan et en Asie. Et donc, je crois que nous avons vraiment tout intérêt de comprendre que le viol comme arme de guerre, lorsque le viol est utilisé, ça n'a rien à voir avec une relation sexuelle, puisque parfois, je trouve qu'il y a cette confusion qui parfois même amène les gens à ne pas poser les actes qu'il faut devant une calamité que nous sommes en train de connaître. L'hôpital de Panzi, en fait, fut créé en 1999, et aujourd'hui, nous avons déjà soigné plus de 40 000 victimes de violences sexuelles. Lors de la création de cet hôpital, notre objectif était de lutter contre en fait, la mortalité maternelle. Et vous savez que dans toutes les zones de conflit, si vous prenez l'Afghanistan, par exemple, avec le Congo, sont des pays avec un taux de mortalité maternelle le plus élevé, tout simplement parce que les femmes n'accèdent pas aux soins obstétricaux de bonne qualité. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons des pays européens qui sont arrivés à réduire le taux de mortalité maternelle jusqu'à 2 femmes pour 100 000. Et si nous continuons à avoir des pays où le taux de mortalité maternelle va jusqu'à 1000 pour 100 000, je crois que ça doit appeler la conscience de nous tous, parce que je crois qu'il y a des choses à faire. Une femme qui va donner la vie ne doit pas mourir en essayant de donner la vie. Ceci va nous amener en fait qu'aujourd'hui, Panzi, qui était au départ un hôpital construit pour répondre à ses besoins, se trouve à soigner 10 femmes survivantes de violences sexuelles par jour. Et ça, c'est énorme lorsque vous devez soutenir sur le plan physique, psychologique, ces patientes, voire 10 femmes qui sont en train de pleurer, qui ont des histoires qui vous bouleversent vous-même, puisqu'il faut dire que le fait d'être médecin, ça ne vous met pas à l'abri de ce que ces femmes vous racontent. C'est énorme. En fait, assez rapidement, nous avions fait des études dans le cas de ces viols comme une arme de guerre pour essayer de comprendre d'où venaient les patientes que nous soignions à l'hôpital de Panzi. Et ici, en fait, nous sommes rendus compte que lorsque vous matchiez la carte en fait, des zones minières avec l'origine des victimes, en fait, ça correspond exactement à des zones où proviennent ces victimes de viols. Donc, le pillage des ressources naturelles est une des grandes raisons de cette guerre. Deuxièmement, en fait, c'est une occupation territoriale après le déplacement de la population locale. Comme nous allons le voir après, on verra très bien que ceux qui commettent ces actes, leur objectif est également de déplacer les populations pour qu'eux puissent s'installer dans les zones où il y a des déplacements massifs de la population. Alors, quelles sont les caractéristiques des violences sexuelles en période de conflit, spécialement en République démocratique du Congo? Nous avions conçu, en fait, en utilisant nos bases de données, on a trouvé que ces viols étaient collectifs et publics. Souvent, en fait, les victimes sont violées en présence de leur famille, de leur mari,
de leurs enfants, où en fait les enfants sont violés en présence de leurs parents, et les parents sont parfois forcés, ou le mari est forcé d'être là, et lorsqu'il résiste à cette pression, souvent les femmes que nous soignons sont des veuves, puisque tout simplement leurs maris ont osé dire non et qu'ils n'acceptent pas de participer passivement à la destruction de leurs épouses ou de leurs enfants. Ces viols ne se limitent pas tout simplement au fait d'être collectifs et publics. Souvent, en fait, ils se font accompagner par des tortures, et ces tortures portent sur les organes génitaux de la femme. Ici, j'attire l'attention que, en fait, lorsque nous soignons ces femmes, et constater par exemple que non seulement elle a été violée par plusieurs personnes, mais trouver également que son appareil génital porte en fait des traces de coups de feu, introduction des baïonnettes ou des brûlures par du plastique chaud et introduire des morceaux d'arbres ou même des produits toxiques dans l'appareil génital. Ça nous amène vraiment à pouvoir dire avec force et conviction et avec des éléments de notre base de données que ce ne sont pas des relations sexuelles. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait absolument que nous puissions avoir un mot pour qualifier ces viols, puisque finalement ça crée une confusion dans la tête de se dire c'est un viol, comment ça peut être une arme de guerre. Je pense que lorsque on détruit intentionnellement l'appareil génital de la femme, à mon avis, c'est tout simplement vouloir refuser à ce que cette porte d'entrée à la vie puisse exister. C'est refuser la vie, c'est refuser l'humanité commune que nous partageons. Beaucoup de ces jeunes patientes, malheureusement, vont finir leur vie en esclavage sexuel. Donc, par la méthode utilisée par les groupes armés, vous pouvez absolument pouvoir vous dire en fait, il s'agit de tel groupe sur tel axe, puisque chaque groupe utilise une méthode et qui correspond presque à une signature sur le corps de la femme qui a été violée. Une façon également de montrer la puissance que le groupe a sur la population locale. Ces viols sont massifs, puisque, en fait, nous avions constaté qu'il arrive que nous avons beaucoup d'histoires où les villages entiers ont été violés pendant une nuit, et ça ne peut pas s'expliquer sur le plan physiologique que les hommes, en fait, entrent dans un village sans aucune planification et que dans ce village, on trouve 200 femmes qui ont été violées. Et ça ne peut pas s'expliquer. On l'a connu dans des villages comme Fizi, comme Walikali, comme Chabunda. Et il y a plusieurs villages où, en fait, nous avons eu des rapports de viols massifs donc de la population. Et ces viols qui sont publics, en fait, vous en doutez bien, si on les rend publics, ce n'est pas seulement pour le spectacle, mais c'est pour pouvoir créer un impact beaucoup plus fort sur la population. Et ici, nous décrivons en fait des victimes directes qui sont des femmes, mais il y a des victimes indirectes, toutes les personnes qui assistent impuissantes au viol de leurs proches. Ces personnes ne retrouvent plus sur le plan psychologique toutes leurs forces. Donc c'est un traumatisme en fait, un traumatisme qu'on crée à tous les relatifs, et ces relatifs on appelle en fait des victimes indirectes. C'est un viol qui est systématique. Systématique puisqu'il ne tient pas compte de l'âge ni du sexe. Nous avons eu des enfants. La plus jeune que j'ai pu soigner, c'est un bébé de 6 mois. Et vous pouvez vous imaginer, si quelqu'un se permet de faire un acte comme ça, le réflexe humain devant un bébé, c'est toujours un réflexe de protection. Et donc, si quelqu'un se permet de faire ça sur un bébé, vous comprenez très bien que ce n'est pas un acte sexuel, c'est un acte délibéré. Ne tient pas en compte non plus de l'âge, puisque nous avons eu à traiter également des hommes. Ils représentent peut-être un pourcentage qui est faible, mais les hommes, lorsqu'ils passent par cette expérience malheureuse, malheureusement, beaucoup d'hommes, non seulement ils sentent qu'ils ont perdu leur masculinité, mais aussi pour les soigner, c'est beaucoup plus difficile sur le plan psychologique, et la tendance, et même les suicides, sont réussis par les hommes lorsqu'ils passent par cette expérience. En fait, quels sont les impacts de ces viols?
On a trouvé que les impacts des viols comme armes de guerre donnent le même impact comme les armes classiques, même plus que les armes classiques en fait. Pourquoi? Puisque, en fait, lorsque les gens assistent à ces atrocités, et vous pouvez bien le comprendre, aujourd'hui, en fait, c'est comme si c'est qui les belligérants dans les conflits, ils essaient de jouer sur notre psychologie, ils essaient de détruire notre psychologie. Et là, je me rapporte à ce que nous voyons maintenant sur Internet, les gens qui décapitent des pères de famille et exposent ça sur Internet. Le but, en fait, c'est pour créer le plus de traumatisme dans la population qui voit ça. Et ça, c'est utilisé par les gens qui commettent les viols, les faire dans des endroits publics, dans les églises, rassembler la population à des endroits publics pour les humilier, les déshumaniser. En fait, c'est pour dire, j'ai le pouvoir, voilà ce que je suis capable de faire. Tu as deux choix, c'est soumettre, ou alors je te déshumanise. En fait, j'ai dénie tout simplement ton humanité. Voilà, ça entraîne un déplacement massif, et donc la population terrorisée n'a pas du choix que de quitter le village et aller chercher la sécurité dans les grands centres, dans les villes, mais où en fait la mort va les attraper assez rapidement. Je ne sais pas comment je vais le faire. Bon. En fait, ces actes produisent, dans le milieu classique, nous avons le déplacement massif de la population. Mais également, il y a en fait un acte de réduire la démographie. Et ici, on voit très bien que lorsqu'on détruit l'appareil génital de la femme, par d'abord des viols collectifs, on infecte la porte, excusez-moi, la porte d'entrée a été détruite. Et donc, il y a un impact démographique très très important par rapport à ces viols. Mais ça ne se limite pas tout simplement à détruire, à avoir cet impact démographique, la réduction démographique. Mais aussi, il y a tous les pillages des ressources naturelles qui accompagnent cette destruction économique. Le quatrième point, c'est la destruction du tissu social et de la vie familiale. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que beaucoup d'hommes, lorsqu'ils sont humiliés de cette façon, leur réaction, c'est aller chercher l'anonymat très loin de la famille, très loin de là où on les connaît, pour en fait essayer de se reconstruire. Malheureusement, beaucoup d'hommes que je rencontre après, ils me disent, même si je suis parti, je me suis rendu compte que rien n'a changé, puisque je suis incapable de pouvoir oublier ce qui s'était passé lorsque ma femme avait été violée. Mais lorsqu'elle abandonne sa femme, malheureusement, elle abandonne avec les enfants qui sont dans l'errance totale. Et ici, en fait, la famille est détruite, mais pas seulement la famille, mais lorsque plusieurs personnes dans la société subissent la même chose, les prêtres, les pasteurs, les chefs coutumiers, en fait, il n'y a plus personne dans la société qui représente le rôle qu'il doit jouer dans la société. Et lorsqu'il n'y a plus personne qui joue son rôle dans la société, il y a la destruction du tissu social, et lorsque le tissu social est détruit, il y a une perte de cohérence, une perte de cohésion sociale, et lorsqu'il n'y a pas de cohésion sociale, il va de soi que, en fait, la population n'est pas organisée, elle n'est plus capable de se prendre en charge et pouvoir se protéger. Vous allez constater ici que les impacts, en fait, du viol comme arme de guerre sont les mêmes impacts que la guerre classique, à moindre coût, mais également, ce sont des impacts beaucoup plus graves, puisqu'il y a une transmission non seulement horizontale, donc les contaminations, les atteintes psychologiques qui affectent toutes les relations de la victime, mais aussi une transmission verticale, puisque la femme peut transmettre le VIH à son bébé, et ce bébé qui n'a jamais connu ces histoires va souffrir toute sa vie avec cette maladie. Alors, je crois que nous pouvons passer assez rapidement. Le viol public entraîne la honte, l'humiliation et la recherche de l'anonymat. Lorsqu'il se fait à répétition, ça crée une certaine insécurité qui va amener à la recherche de la sécurité. Viol avec torture, bien sûr, ça crée un traumatisme et recherche d'un environnement traumatisant. Mais en fait, chercher un environnement traumatisant, ça veut dire aussi laisser sa terre, laisser ses richesses à ses envahisseurs. La réduction démographique, nous venons de le dire, le VIH, les infections sexuellement transmissibles, tout ça va entraîner une incapacité à la reproduction et donc une infertilité qui va tout simplement réduire la population locale.
la destruction de la capacité économique part même du fait que beaucoup de villages au viol, mais ils incendient les villages, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils prennent, mais ils incendient également même des récoltes pour montrer cette capacité de détruire, amener la communauté à une incapacité de pouvoir se reconstruire. En fait, tout ça entraîne une pauvreté extrême, et lorsqu'on est dans la pauvreté extrême, la seule chose qu'on fait, c'est se soumettre pour ne fût-ce qu'avoir le pain quotidien. Et la destruction du tissu social, en fait, part de ces viols publics, mais également il y a une perte d'identité, et je l'ai expliqué. En fait, lorsque vous êtes dans une société où les gens n'ont plus une identité, il n'y a plus personne qui reconnaît l'autre dans son identité, ça mène à une perte d'identité communautaire, et les enfants issus du viol, qui sont en fait des innocents, mais ils se retrouvent dans un contexte où on ne reconnaît pas les droits communautaires, où en fait un enfant est venu un jour en me posant la question: docteur, pourquoi les autres m'appellent Interabo? Je ne savais pas répondre à un enfant de 8 ans. Mais lorsqu'il commence à se poser ces questions identitaires, ça veut dire tout simplement que tous ces enfants qui naissent dans ces conditions, un jour, ils représentent une bombe à retardement pour toute la société. Et l'ensemble, en fait, ça mène tout simplement à la perte de cohésion et une désorganisation. Qu'est-ce que nous faisons rapidement au niveau des Panzi? Au niveau des Panzi, nous assurons des soins, une prise en charge holistique des victimes de viols qui comprend les soins médicaux, une assistance psychologique immédiate avec un suivi à long terme, une réinsertion socio-économique et une assistance juridique et judiciaire. En fait, pour l'assistance médicale, assez rapidement, nous essayons de traiter les conséquences physiques associées au viol. Et si nous avons la possibilité de rencontrer les victimes assez rapidement, nous pouvons faire la prévention de la transmission du VIH-Sida. Nous pouvons également faire des traitements chirurgicaux et la reconstruction de l'appareil génital de la femme. Et en fait, le traitement médical va porter spécialement, et ça nous essayons de dire aux femmes, si ça vous arrive, s'il vous plaît, venez nous voir en déant 72 heures, puisque nous pouvons prévenir la contamination du VIH en donnant des antirétroviraux. On peut donner des antibiotiques pour prévenir des infections sexuellement transmissibles et une contraception lorsque les femmes se présentent en déant 72 heures. Malheureusement, vous savez, lorsque ceci arrive à une femme, la première réaction, c'est essayer de cacher, essayer de gérer. Et malheureusement, pendant ce temps, le temps passe et elles arrivent, la grande partie arrive après 72 heures. Et souvent, malheureusement, dans tous les centres, on n'a pas ces médicaments. Nous avons pu initier une clinique mobile qui permet en fait d'aller prendre en charge les victimes avec le même modèle, plutôt dans leur milieu d'origine, pour éviter un afflux massif au niveau de l'hôpital de Panzi. Également, nous distribuons des médicaments pour permettre à ce que les centres éloignés puissent avoir des soins à leur niveau. L'assistance psychologique porte souvent, faite par les assistantes sociales, les psychologues et les psychiatres, permet tout simplement de mettre en marche les différentes thérapies dont les victimes ont besoin. Ici, nous avons des soutiens spécifiques pour les enfants issus du viol et nous faisons également la médiation familiale pour permettre à ce que les familles puissent se reconstruire. En ce qui concerne l'appui socio-économique, nous avons plusieurs activités qui permettent aux femmes d'avoir une capacité de revenir dans la société. Je n'aime pas beaucoup qu'on parle de la réinsertion socio-économique, puisque je trouve que lorsque la femme vient avec une capacité, elle est médecin, elle est infirmière, elle est enseignante, elle sait produire du savon pour la communauté, elle apporte un plus-value à la communauté, c'est plutôt la communauté qui vient vers la victime, au lieu que ce soit la victime qui sent qu'elle a besoin d'être intégrée. Et cette façon nous donne vraiment beaucoup d'espoir, puisque nous comprenons que lorsque nous donnons la capacité aux femmes de s'exprimer, en fait, cette stigmatisation peut passer. Sur le plan juridique, il est très très important que finalement les femmes connaissent leurs droits, puisque lorsque les femmes connaissent leurs droits,
nous avons en fait une conviction que beaucoup de femmes vont devenir même des leaders. Nous voyons des leaders communautaires qui naissent du fait qu'elles connaissent leurs droits, elles peuvent défendre les droits de leurs enfants. Et c'est un travail que nous faisons pour permettre à ce que ces femmes puissent accéder à ça. Mais nous avons également un accompagnement judiciaire qui est très important, puisque en fait beaucoup de victimes n'ont pas la capacité d'accéder à la justice. Mais nous avons des avocats qui les accompagnent devant les cours et tribunaux durant toute la procédure judiciaire, et c'est ça nous donne beaucoup plus de force et de courage de poursuivre. Et nous payons des frais d'honoraires, malheureusement, et c'est nous qui prenons en charge les avocats. Les défis que nous avons aujourd'hui, c'est pouvoir disponibiliser ces kits en fait, de prévention dans le centre de santé pour qu'aucune femme qui a le courage de s'exprimer, de dénoncer ce qui lui est arrivé en dehors de 112 heures, puisse souffrir du fait que dans le centre qu'elle s'est présentée n'a pas eu la possibilité d'avoir ces kits. Nous avons besoin de renforcer la capacité des médecins gynécologues, puisque, en fait, moi j'ai fait mes études ici en France, mais je n'ai jamais appris à faire ce que je suis en train d'apprendre. Aujourd'hui, dans les centres où nous sommes, nous avons ce besoin de former des médecins pour qu'ils soient capables de prendre correctement ce type de traitement et pouvoir les faire et donner l'espoir à ces femmes pour leur avenir. Le renforcement des capacités psychologiques est très important. Pourquoi? Puisque notre pays, on n'était pas préparé à ces drames. Nous avions nos mécanismes de réparation des traumatismes. Et souvent, en fait, lorsque quelqu'un avait un problème, c'est toute la famille qui l'entourait, qui le soutenait, qui l'encourageait et qui pleurait s'il fallait pleurer avec la personne. Aujourd'hui, lorsque la femme connaît ces drames, elle est tout simplement exclue. Donc le fait d'être exclue, ça ne la donne aucune possibilité de pouvoir bénéficier des mécanismes de traitement des traumatismes que la société traditionnelle pouvait donner. Et nous avons recours aujourd'hui à pouvoir former des psychologues qui peuvent adapter les méthodes connues ailleurs, les adapter à notre système. Sur le plan socio-économique, il va de soi que lorsque nous soignons un si grand nombre de victimes, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour pouvoir les aider à réintégrer la vie normale. Sur le plan de l'assistance juridique, la loi, comme je l'avais dit quand j'avais introduit, nous avons la plus belle loi, mais son application fait défaut. Et ici, nous avons besoin de soutenir la société civile qui doit demander beaucoup plus de redevabilité aux autorités et que la loi soit appliquée. Et en fait, nous avons besoin des réformes du système judiciaire et du système de sécurité. En bref, le modèle que nous représentons à Panzi permet à la femme d'entrer dans un système qui va se terminer par le fait qu'au lieu d'être victime, elle devient survivante. Et l'image de cette femme qui est fière et elle est prête à se battre, c'est l'image que j'aime bien, parce que je pense que cette femme, elle défend son droit, mais elle défend également le droit de ses enfants et le droit de sa communauté. En conclusion, restaurer la dignité des survivantes, réhabiliter les communautés détruites par les viols comme armes de guerre ou terrorisme sexuel, et dénoncer et lutter contre l'impunité du viol comme stratégie de guerre. Ça, c'est ce que nous essayons de faire. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ce matin, vous avez dit que le prix n'aurait de signification que pour les femmes victimes de violences, que si l'Union européenne accompagne la République démocratique du Congo vers davantage de paix, de justice et de démocratie. On a entendu que certaines lois n'étaient pas appliquées, n'étaient pas toujours appliquées. J'ai une question pour Mme Lohrweiler, en tant que vice-présidente de la Commission droits de l'homme du Parlement européen.
Comment l'Union européenne peut-elle accompagner le projet Panzi et le projet du Dr Mukwege au-delà de ce prix qui va être attribué ce matin? Thank you. I'm sorry, I was not very happy. Well, you know, it is very overwhelming when we listen to the tremendous suffering of the victims of this massive rapes. Well, I try to answer your question, but I think it's always very difficult if we are exposed when Dr. Mukwege brings to us the tremendous sufferings of the victims of these brutal, massive rapes there. And perhaps I start with what you said at the end. You said we have to help to restore the dignity of the survivors. And what can the EU do to do this, besides continuing to finance the hospital and other NGOs who work to help the victims? I think it is also important to speak about those forces in the country and abroad who order this kind of weapon of war. And this means we have to discuss also what we do with the perpetrators. Because I think restoring the dignity of the survivors means that in public they should hear that what happened to them is of great injustice and is a part of a warfare. And in order to do this, I think the EU must help to pressure the government of Congo and the neighboring governments and the international community that there is a kind of, how can I say, a war tribunal or court system who will help the perpetrators accountable. And maybe not each of an individual person, a militia member, can be brought to court, but it has to have some form of a legal process to deal with these crimes. And what I learned this morning and over the past days from you, Dr. Mukwege, is that there is a peace negotiation and there should be a peace process. And this the EU should push that it is implemented. And we can also contribute, for example, that we use the documentations you have in your hospitals and others have of what happened. So to have a good documentation also can help actually to bring to such a process of, how can I say, fighting the impunity for these war crimes. I think this is one set of what we can do. And I think what the EU can do, Dr. Mukwege already said what needs to be done. We can just support this. You spoke eloquently about the plundering of the resources of Congo by different groups and organizations and entities like companies who are based in the European Union. And I think we have to demand that the resources or the profit made out of the exploitation of the resources are being brought back to the people of Congo. And I think we can also see when you start supporting victims and families and local communities to give seed money to start again to have an income. I mean, that is the classical EU development work. I think everything the EU has in programming on rebuilding, I would call it war-torn societies, even it's one region in Congo, needs to be done. And I think also what you said at the very end, it's very encouraging that you have a picture of a woman who suffered enormously, but what they intended to do, to destroy her and her village, they were not successful. Because she transforms the suffering into fighting. So I think to support those local communities, it is very important. And from the outside, as the European Union or Parliament, I think we cannot do this. And I think if you and also people in the Congolese society who have access to, can I say, community leader or traditional leaders, to give the message that those who tried to destroy the village, the family, the women, they were not successful because, like for example,
we will not expel the children who are born out of this rape because they are part of our community, because we carry this suffering together. Because if you expel, for example, the children, then those who are the enemy of you, they succeed at the end. And I think such processes, the EU perhaps can share where we have knowledge where this hasn't worked. Like looking back in the 70s, in the separation wars between India and Bangladesh, for example, a whole group of women was raped with the purpose to destroy the blood of this community, and they were successful because the community, what happened to them, they expelled them, and since then they live in a camp for widows. And I think perhaps this we could bring to the work to Congo, but I think you are very knowledgeable already. I think it's more that we also will continue in the European Parliament and the European Union to learn from your experience what will work best. And just to final point, unfortunately, this hideous war crime and the method of warfare is being used in also different contexts of war. Like tomorrow we will adopt a resolution in the European Parliament how the Islamic State is using it again in a different kind of a war situation by, for example, robbing the women from the Yazidi community, selling them to the jihadists, or even bring them into slavery. And it's again the same message as you said. They want to destroy the women, but they also want to destroy the community. Parce que dans certains de ces pays, et pas seulement en provenance d'Afrique, il y a des populations qui arrivent un jour aux frontières extérieures de l'UE. On a un système qui s'appelle Frontex. Avant de répondre à votre question, parce que c'est toujours difficile franchement de débattre après le témoignage du docteur, il met la même intensité, la même émotion et la même force là que ce matin au Parlement. Et avant de répondre à votre question, je tiens à lui dire publiquement combien je suis admiratif et fier de l'avoir rencontré. J'ai toujours eu un père spirituel, politique, qui a été un peu mon guide. J'aurais jamais eu la chance de le croiser, puisqu'il n'est plus de ce monde. Il s'appelait Nelson Mandela. Vous êtes de la trempe de Nelson Mandela. Je tiens à saluer ici Jeanne Ponty, qui est mon assistante, qui m'a beaucoup attiré l'attention sur vos travaux. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Merci Jeanne. Quand j'écoutais le témoignage du docteur, je pensais justement à ça, au rôle de l'Union européenne, et je pensais surtout à ceux qui veulent renvoyer les étrangers chez eux. Je pensais à ceux qui mettent des grillages plus haut possible aux frontières de l'Union européenne, avec des fils barbelés pour les empêcher de venir chez nous. Et je crois qu'il n'y a pas plus meilleur témoignage aujourd'hui que celui du docteur et les femmes victimes du Congo pour expliquer, et en tout cas pour mettre un visage devant des chiffres. On parle souvent de l'immigration, X pourcentage, X immigrés, etc. Cette femme, docteur, c'est le visage de l'espérance, mais c'est aussi le visage qu'on doit mettre sur le mot immigration, sur ceux qui viendraient voler notre pays. Quelle est la personne sensée qui n'aurait pas envie de fuir, de venir, y compris ici en Europe, au péril de leur vie, et beaucoup malheureusement meurent en laissant traverser la Méditerranée, parce que de toute façon, comme je le disais tout à l'heure sur le plan de la boutade, mais on n'est pas là pour rire, il faut qu'on prenne aussi conscience, je suis désolé, mais je pense que je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter la technique, il faut faire de la politique. Je pense que, et je suis même sûr, que l'Union européenne, dans sa gestion de l'immigration, a tort et complètement tort. Il n'y aura jamais de grillage assez haut, de barbelés assez coupants, pour empêcher
des victimes comme les femmes congolaises ou d'autres pays qui fuient, les personnes qui fuient la guerre, la misère sociale pour essayer de venir chez nous. Parce que personne ne se réveille un matin dans ces continents-là, dans ces contrées lointaines, des victimes de la guerre, de la misère sociale. Personne ne se réveille un matin en disant tiens, ce matin, je ne sais pas quoi faire, et si j'allais emmerder les Européens. Ces migrants, ceux qui fuient la guerre, ceux qui fuient ces barbaries, ces atrocités-là, essayent tout simplement, et vous l'avez très justement démontré, de trouver un territoire, un temps soit peu, un minimum sécurisé. Et souvent ils savent qu'ici, ils ne sont pas attendus. Souvent ils savent qu'ici, on ne va pas les accueillir à bras ouverts, et souvent ils savent qu'ils vont errer aussi de misère sociale en misère sociale. Mais au moins, ils auront sauvé leur peau et peut-être ils auront réussi à sauver leur famille. Donc le rôle de Frontex, c'est la double peine. C'est un déchirement, c'est une violence inouïe de devoir quitter sa terre, sa famille, sa culture, son pays, ses amis. Et en plus, la manière dont on les reçoit, c'est indigne de l'Union européenne. Donc, effectivement, moi, le rôle de Frontex aujourd'hui, il faut revoir ce rôle-là, c'est effectivement surveiller les frontières européennes, empêcher effectivement l'afflux de migrants en masse chez nous. Mais on le voit bien que malgré cela, il y aura toujours, dans un pays, dans un territoire, dans une partie du monde où il y a autant de violence, il y aura toujours des gens qui tenteront l'impossible pour venir essayer de sécuriser. Et nous sommes conscients, en tout cas certains, nous sommes conscients que nous faisons à nos devoirs, et c'est pour ça qu'il y a un rapport d'initiative qui a été initié par le parlementaire européen. Je serai, entre guillemets, shadow rapporteur fictif, parce qu'il y a aussi le fait que Frontex ne respecte pas les droits fondamentaux, et Frontex ne peut pas être en même temps jugé parti. Donc là-dessus, il faut effectivement bouger les lignes, il faut que Dublin 3 évolue, et surtout qu'on ne donne pas effectivement la possibilité à Frontex d'être jugé parti, et il faudrait peut-être inventer une nouvelle structure intermédiaire qui traite et qui accueille les migrants dignement, parce que vous avez surtout parlé de la dignité humaine, et il faut qu'on ait un minimum d'humanisme. Mais je tiens simplement à préciser une chose, parce que vous réparez les conséquences, le docteur, quelles conséquences, mais il faut s'attaquer aux causes. Voilà. Il faut aussi dénoncer ici et là, nous autres Européens, et surtout nous autres élus européens, on ne peut pas uniquement être élus devant un tel témoignage. Nous avons une part de responsabilité. Nous avons une part, y compris de culpabilité. Parce que vous avez remarqué que la région, et je m'inclus dedans, je ne suis pas en train de stigmatiser les autres, j'ai aussi ma part de responsabilité, j'ai aussi ma part de culpabilité. Parce que la région, le docteur l'a très bien exposé, c'est une région très riche en matières premières, en minerais, qui profite à qui? Aux multinationales internationales. Qui commerce avec qui? Avec l'Europe. Et à qui profite le crime? Bah, nous autres. Je pense qu'à un moment donné, chaque citoyen que nous sommes, chaque élu que nous sommes, il faut maintenant lancer une mission d'enquête, et sinon, on va essayer de punir les barbares qui font ça, mais en tout cas de culpabiliser et de sévir sévèrement les multinationales qui commercent avec des brigands pareils, avec des bandits pareils. Les terres rares, notamment le coltan sur le vin, c'est que vous disiez ce matin que 60 à 70% de ces minerais sont originaires de votre région. Dans le financement du projet Pansy, il y a une éco en difficulté financière. Beaucoup d'agences européennes, il y a eu l'année dernière des appels de fonds qui étaient supérieurs en moyens. Chez ECHO, c'était dû notamment à des crises, à des successions de crises qui sont toutes arrivées en même temps, au Mali, en Syrie, en Centrafrique.
Est-ce que vous êtes intervenu en sous-commission droits de l'homme pour débloquer cette situation-là? As you rightly said, there are, I think, 4 ongoing high-level crisis responses of the European Union. And already at the end of the summer session, we had a special meeting with the Commissioner for Humanitarian Aid, and we were in the Human Rights Committee, Foreign Relations Committee, and we said they should not lower the amount of money they put into it. Even now, our demand is to make it higher, because in some war-torn regions, like in Syria, the winter season is coming and they need even more. So yes, of course, from a human rights point of view, we demand that more money is being given. But we had the whole week a big debate on our budget as such, and it seems there's a big deal going on that the whole budget for the next legislature is also not balanced at all. Quelles sont les autres sources de financement pour Franzi? En fait, nous avons spécialement l'organisation canadienne qui s'appelle la Fondation Stephen Lewis, qui nous soutient pour la prise en charge de toutes les patientes vivant avec le VIH-Sida. Et en fait, la troisième organisation qui nous soutient, c'est une organisation suédoise, PMI Interlife, en fait, qui complète ce qu'ECHO fait. Le staff total sur votre projet, c'est combien de personnes? Si nous prenons en fait les staffs du côté de l'hôpital, plus les staffs qui fait la prise en charge socio-économique et la prise en charge légale, nous sommes à peu près 500. Vous avez appelé ce matin à placer la dignité humaine au cœur des politiques économiques et financières de l'Union européenne. Absolument, je pense qu'en fait, on parle beaucoup des droits de l'homme, mais lorsqu'on arrive aux intérêts économiques, et parfois, comme vient de le dire depuis Martin, malheureusement, parfois, on ferme les yeux pour les intérêts tout simplement économiques, alors que moi, je considère qu'il y a d'autres solutions. Ce n'est pas acceptable. En fait, il a parlé de la stigmatisation, mais moi-même, lorsque j'utilise mon portable, quand je vois les dégâts qui se commettent sur le corps de mes semblables, ça me révolte. Et donc, je crois que ça devrait révolter toute conscience humaine que l'on puisse finalement faire prévaloir et donner beaucoup plus d'importance en fait à des solutions économiques et financières qui ne respectent pas la dignité de l'homme. Parce que je crois que les restes, en fait, on peut toujours avoir des solutions. Moi, je me suis toujours posé, et même quand j'ai discuté avec certains eurodéputés ici, j'ai dit, mais on sait, dans la salle, il y a des gens qui disent même que c'est plus de 70%. Mais on sait avec certitude d'où vient le coltan qu'on utilise dans tous les gadgets électroniques. On sait exactement d'où ça vient. Et moi, je me dis, dans quelle planète nous sommes si nous savons exactement que nous ne pouvons pas trouver des solutions. Il y a des entreprises, il y a des multinationales, il y a des entreprises comme congolaises qui ont la capacité de pouvoir traiter cette exploitation et faire un commerce responsable où la dignité humaine peut être respectée. Mais pourquoi on choisit la plus mauvaise voie qui, tout simplement, ternit l'image de notre humanité? Ça, c'est une question, et je pense qu'en fait, avec cette passe à parole, je m'attends vraiment à ce qu'il y ait une mobilisation pour dire des solutions existent, il faut les utiliser pour que le coltan arrive dans nos téléphones, mais un coltan propre. On fait la voie. Il y a une réponse qui est en cours d'élaboration au Parlement européen, puisqu'il y a un projet de règlement sur les approvisionnements en ressources en matières premières responsables. Où en est ce projet de règlement? So
discuss this in the Parliament, and there are different opinions on how this regulation should look like. I'm from the Green Party, and in general we have a very strong position that private companies, the transnational companies, should not do it on a voluntary basis. That they say, yes, in future we will respect human rights, because we know some do and most don't. So our focus is to have in this agreement have a legally binding clause, that if you violate certain things in your neighborhood where you operate, you should be brought to court. So we have a legally binding. But you see, just using this example, it is a huge debate also at the United Nations, where the majority of the countries don't want to have legally binding instruments. Je parlais tout à l'heure de la traçabilité des minerais, qui me sont indispensables, la traçabilité et la vente des armes, il n'y a aucun problème. Ce que je crains, c'est que, je ne veux pas rentrer dans un débat trop technocrate, mais vous savez, le Parlement européen, nous n'avons aucun pouvoir législatif. Hein. On peut poser des questions, etc., on va le faire. Je pense que ma collègue sera d'accord avec moi. Mais ok, comptez sur nous pour poser des questions, y compris celles qui fâchent, j'ai envie de dire surtout celles qui fâchent. Après, sur la demande de fonds, ça tombe bien parce qu'on est en train de travailler, depuis que je suis arrivé à Bruxelles, le mois de juillet, on dénonce effectivement le rôle aussi des grands laboratoires pharmaceutiques. C'est pas eux qui provoquent ces drames, mais on voit bien qu'ils sont peu solidaires. On pourra parler d'Ebola, on pourra parler du VIH et d'autres choses. Mais ici en Europe, on a été aussi sensibilisé sur ce qu'on appelle les maladies orphelines. Donc j'ai vu moi aussi, alors c'est sans commune mesure, mais quand même des enfants, mais aussi des adultes, des femmes, des hommes souffrir de maladies orphelines, et parce qu'il n'y a pas de traitement, personne ne prend en charge, et donc elles sont condamnées à souffrir jusqu'au bout de leur vie. Et puis en même temps, vous regardez le résultat, les bénéfices des grands laboratoires pharmaceutiques européens. 2013, l'ensemble du bénéfice, 1000 milliards d'euros. 1000 milliards d'euros. Donc nous sommes en train de travailler avec les plus grands d'entre eux. On doit se revoir normalement au mois de janvier. Et la demande que nous allons leur faire officiellement, c'est ne serait-ce que de mettre 1% de leur bénéfice au bénéfice justement des maladies orphelines, mais votre question, votre demande n'est pas tombée de l'oreille d'un sourd, ça fera partie aussi de notre demande. Je ne vous promets pas qu'on l'obtiendra, mais comptez sur nous pour mettre la pression et leur dire qu'ils ont aussi un devoir, une responsabilité d'aider effectivement les femmes congolaises. Voilà. Madame Lorbiner. Thank you. So answering the questions on the arms exports, you see, as a human rights person, I most of the time answer difficult questions. Now, on the arms exports, the European Union has no common strong policy on the European level to block arms exports into countries outside NATO where the human rights situation is terrible. So we are at the very beginning in the Parliament to try to develop a better common position which prohibits arms exports. But perhaps I refer to my own government, Germany, because we, next to the Kalashnikovs, we produce Heckler Koch and G3 rifles, which are all over the place. And there we are a little bit further in our, at least on the legal level. So we demand that before the government gives the permission that arms are exported, they have to check the human rights situation on the ground. Unfortunately, the results of this check is not always thoroughly enough. So at the moment, currently, we debate that the German Parliament is publicly informed about all requests from outside for arms exports. Then, of course, we know what they are dealing and we can organize public protest as such. Second, on the other question on the financial support for the work of Dr. Mukwege,
Yes, there is, for example, the Instrument for Democracy and Human Rights. That's another instrument who funds such projects, and I think we will continue to see that enough financial support is there. But I think you teach us very eloquently this morning and through the whole week. The financial support is one thing. It is maybe even the more easier thing to get from the European Union for this projects. But what we also have to fight and to continue to fight for, to have the political support from the European Union to fight the impunity for that crimes. And this relates to people who are responsible, who make enormous profit out of this war. But I think, again, I repeat myself, and perhaps it relates to your question, we also have to push that this peace agreement in Congo is being implemented and not taking so long, that people can be held accountable for what they ordered. And it's not only the lowest militiaman who carries this out. You have to see the whole chain of command, up to high, in your country and in the neighboring countries. Bonjour, j'habite à Strasbourg, je m'adresse aux médecins. Je voudrais savoir quel est votre sentiment quant à la question suivante. Combien de temps faut-il pour fabriquer des flux pareils? Juste une petite observation par rapport à la demande d'aide, notamment les médicaments. Nous n'en avons pas besoin. Ce que nous, les Congolais, nous souhaitons, ce que nous voulons, ce n'est pas de vivre des aides, mais nous voulons que vous laissez notre pays tranquille. Le Congo est assez riche pour se prendre en charge. Donc, gardez vos aides, laissez-nous nos richesses et notre tranquillité, notre souveraineté. Une question au docteur Mukwege. Vous avez dit que, par rapport à votre base de données, vous avez la possibilité d'identifier les groupes qui violent. Il y a des empreintes qui sont laissées sur les femmes violées. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement quels sont les groupes qui violent? Et si ces groupes sont congolais ou étrangers? Il faut les citer nommément parce que nous savons que ce sont des groupes rwandais. Mais vous ne le dites pas clairement, vous dites que c'est des groupes rebelles. Dites-nous, c'est des groupes rwandais ou pas? Ougandais ou pas? Je crois que l'exposé de M. Dr Mukwege a été vraiment une étude éphémère. C'était vraiment une étude des analyses des causes et des effets. Il n'a pas seulement parlé du côté médical, mais il a parlé des sources jusqu'aux effets que lui traite. Alors, tout le monde sait exactement d'où viennent les causes. Tout le monde sait. Moi, je vous demande aujourd'hui, pourriez-vous vous porter garant, parce que nous sommes des sans-voix, nous n'avons pas la voix. Nous ne sommes pas dans les parlements, nous ne sommes pas dans l'Union européenne ou dans l'ONU pour parler. Tout le monde sait d'où viennent les causes. Pourriez-vous parler à notre place? Comme mon frère vient de dire, nous n'avons pas besoin de vos aides matérielles ou financières. Nous sommes assez riches pour nous prendre en charge. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Laissez-nous libres, parler pour nous, pour que nous trouvions des solutions. Merci. Je suis aussi rapporteur du bureau de coordination de la société civile du Sud-Kivu. Je remercie ici le docteur Mukwege, parce que je disais que je suis rapporteur de la société civile et toute la société civile. Je remercie le docteur Mukwege pour le combat. C'est un acteur avéré de la société civile et c'est la voix des sans-voix de la société civile et toute la population congolaise. Et nous avons fait un constat depuis le matin. Nous avons essayé de compter les officiels congolais dans toutes les manifestations depuis que nous avons commencé. Le constat est clair. Et la grande question est celle-ci. Depuis que le docteur est revenu à Bukavu, je crois en 2012, il a été agressé. On a attenté à sa vie. Aujourd'hui, il a le prix Sakharov. Il va rentrer à Bukavu. Quel est ça?
sa sécurité. Voilà. Que pense l'Union européenne par rapport à sa sécurité? Parce que j'ai aimé ce que Edouard a dit, cet homme, il est de carrure, la même carrure que Mandela. Mais nous devons protéger. C'est devenu un patrimoine pour notre nation. Mais comment nous allons sécuriser? C'est une grande question que nous sommes en train de nous poser, parce que cet homme, tel que nous le voyons, c'est un espoir pour tout le peuple congolais. Merci. Je pense que je voulais d'abord commencer par répondre à la question de savoir s'il y a des agresseurs en fait qui protègent la dignité des femmes. Je suis désolé de vous dire que non. Malheureusement, en fait, dans ces conflits, il y a une espèce de contagion de cette méthode et on ne voit pas malheureusement en fait des groupes qui protègent la dignité des femmes. Je pourrais même dire, je peux aller même plus loin pour vous dire que le gros problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème qui est lié en fait aux accords de paix. Je l'ai dit ce matin, lorsqu'on a fait des accords de paix, on a sacrifié pratiquement en fait la justice sur l'autel de la paix. Et aujourd'hui, nous n'avons ni paix ni justice. Et en fait, en mettant les groupes armés ensemble, en leur disant, bon, maintenant faites la paix, sans faire un vetting préalable pour savoir qui a fait quoi, et en fait répondre à ces actes, ça fait aujourd'hui que, en fait, nous avons une armée où il y a un mélange de tout, un mélange de personnes qui ont été formées pour tuer et qui, malheureusement, même si vous les ramenez à la vie normale, eux-mêmes ont un traumatisme, ils ont un syndrome de stress post-traumatique qui fait qu'ils ont des comportements, en fait, qui parfois échappent à tout ce qu'on peut imaginer. Et je crois que, pour continuer avec cette question du compatriote qui a dit il faut que je cite ceux qui font, qui font en fait ces crimes. Je pense que nous les citons et nous ne les citerons jamais assez. Mais la chose qu'il faut aujourd'hui, il faut se poser la question. Lorsqu'on appelle le Congo la capitale des viols et que la communauté internationale ne prend pas la responsabilité d'avoir un tribunal pénal pour sanctionner, puisque les viols un crime contre l'humanité, un crime de guerre, il peut même constituer un crime de génocide. Et qui doit définir ça? Ce n'est pas le docteur Mukwege. Moi, j'ai dit ce que je vois et je pense qu'il appartient aux experts de pouvoir se saisir de cette question et pouvoir nous dire en fait ces crimes, comment on les qualifie. Un citoyen, en fait, je ne peux pas qualifier un crime de génocide, il faut des tribunaux compétents pour pouvoir le faire. Et je pense que ce que nous devons demander, c'est demander en fait à ce que rapidement, on nous a promis il y a une année, par le président de la République, des chambres mixtes. Où sont ces chambres mixtes? On voulait bien que, par exemple, le Parlement européen puisse pousser et envoyer peut-être des experts européens pour participer dans ces chambres mixtes. Et peut-être que ça peut assurer une certaine transparence. Et il faut absolument que nous ayons un tribunal pénal international. On ne va pas faire ce tribunal pénal international avec seulement les Congolais. Si on fait avec les Congolais, vous n'y amènerez jamais, en fait, des étrangers qui ont commis des crimes chez nous. Il faut qu'on soit réaliste. Nous avons besoin d'un tribunal qui a la compétence, non seulement de juger les Congolais qui ont commis des crimes, mais juger également des étrangers. En fait, je veux que vous vous souveniez qu'à Kisangani, il y a eu une guerre entre deux nations, et ces deux nations appartiennent, l'Ouganda et le Rwanda, appartiennent à l'ONU. Qui s'occupe de cette question? Je crois qu'il n'est plus, en fait, question aujourd'hui de dire qui a fait, on sait qui fait. Aujourd'hui, à Beni, par exemple, les massacres qui se commettent à Beni, comment vous pouvez expliquer que régulièrement, plus de 200 morts soient enregistrés dans un petit territoire et on dit ADF Nalou? Pourquoi il n'y a pas de solution pour ça? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le plaidoyer que j'ai fait, c'est qu'il faut absolument que nous ayons des instruments qui permettent d'établir la vérité
par rapport à ce qui s'est passé au Congo. Et je demande à tous les compatriotes d'aller dans cette direction. Je crois qu'il y a des choses que nous pouvons réclamer et qui sont de notre droit. Et en fait, on ne pourra jamais, par exemple, par des chambres mixtes, résoudre les problèmes de tous ceux qui ont commis des crimes au Congo et qui ne sont pas congolais. Donc, Kabila est-il venu ne fût-ce que visiter une seule fois Panzi? Je crois que la réponse est que Kabila n'a jamais visité les femmes victimes de violences sexuelles. Ça, je pense que je vous permets d'avoir cette information. Je crois que Madame, vous aviez posé une question. Oui. Oui, ma question, dont je n'ai pas suffisamment peut-être développée, mais est-ce qu'il y a des instances de socialisation c'était une question plus psychologique, combien de temps voilà, merci. C'est une question plus psychologique. Je voudrais simplement votre point de vue. Combien de temps on fait pour qu'un homme soit capable de telles extrémités? Et est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des politiques familiales, des politiques éducatives, des politiques de formation, endiguer tout ça? Merci. Je pense qu'en fait, les commanditaires, malheureusement, nous savons très bien aujourd'hui que les commanditaires utilisent les enfants. Car les enfants, en fait, à l'âge de 10-12 ans, on fait tout simplement un lavage de cerveau et on montre à l'enfant que pour qu'il montre qu'il est un homme capable, il faut qu'il soit, par exemple, capable. On a eu des enfants qui nous ont dit que leur première victime, c'était leur mère, c'était leur sœur. Et en fait, après ces lavages de cerveau, ces enfants sont capables de faire des pires crimes, puisque tout simplement il y a eu ce lavage de cerveau. Et aujourd'hui, je crois, il y a une étude qui a été conduite par Thomas Elbert, professeur Thomas Elbert, qui est très très intéressante, qui montre à quel point en fait la destruction se passe chez ces enfants qui commettent tous ces crimes. Et notre cri, c'est que ces enfants ne devraient pas être remis dans la société comme si c'était des enfants normaux. Nous les considérons comme des bourreaux victimes. Et si on ne fait rien pour les socialiser, pour les traiter sur le plan psychologique, ce sont des enfants qui vont continuer à commettre ces crimes, puisqu'en fait, ils ont été formés à le faire. Un me disait, il m'arrive parfois comme ça, alors qu'il a déjà quitté les groupes armés, il m'a dit, il m'arrive seulement comme ça, de sentir à un moment qu'il faut que je verse du sang, sans que je sache pourquoi je vais le faire. Mais docteur, ça m'arrive comme ça. Ça m'arrive de sentir j'ai besoin de violer. Et je crois que c'est là le grand problème, en fait, en République démocratique du Congo aujourd'hui. Tous ces gens qui ont commis ces crimes, soit ils ont été intégrés dans l'armée, soit ils ont été remis à la société, sans qu'il y ait une prise en charge psychologique, les aidant à intégrer comme des hommes normaux dans la société. Voilà, merci. Merci. Alors, il est 8h15 en guise de conclusion. En guise de conclusion, il faut qu'on termine, il faut qu'on redonne la parole aux deux députés européens. On était ici ce soir pour parler du prix Sakharov. Monsieur Martin, est-ce que vous pouvez nous apporter encore, pendant une minute, vos éléments de conclusion sur le prix qui a été donné ce matin? Je suis désolé, je suis frustré pour vous parce qu'effectivement, je pense que vous aviez encore des centaines de questions, mais bon. Et en plus des questions en Pardon? C'est pas moi qui maîtrise le débat. C'est pas moi qui maîtrise le débat. Donc, je vais simplement conclure. Enfin, avant de conclure, simplement une question. Je ne faisais que répondre à une question, c'est est-ce que je suis en capacité, avec d'autres députés européens, de défendre l'idée de créer un fonds pour aider les victimes, tout simplement. Si vous nous dites que vous n'en avez pas besoin, ok, le message est compris, il n'y a aucun problème. Non mais... Est-ce que j'ai le droit aussi d'être un peu provocateur parfois? C'était de l'humour. Non. Effectivement, la conclusion, parce que c'est une conclusion provisoire, ce n'est pas vraiment de conclusion. Je répète, j'ai eu l'occasion de le dire au docteur hier soir, lorsqu'il était dans le groupe socialiste et il est venu exposer son travail.
Je dis que pour moi, le prix qu'il a reçu aujourd'hui, d'ailleurs, il l'a dit très modestement, il a d'abord... Sinon, on peut aller boire une bière tout de suite. La dernière question. Mais c'est pas moi, monsieur, qui maîtrise le temps. Je ne suis pas le maître du temps. Le maître du temps, c'est là, il est là. Simplement que la dimension du docteur, c'est effectivement d'avoir d'abord dédié ce prix aux victimes, dédié ce prix au pays, à votre pays, dédié ce prix aux droits de l'homme, dédié ce prix effectivement à ce que nous autres ici, on regarde peut-être différemment les migrants. Évidemment, c'est tout ça. Je dis simplement, très modestement, très humblement, et franchement, ça n'est pas une fierté. J'ose simplement espérer que ce prix-là va avoir la résonance internationale qu'il mérite et qu'il va vous aider à obtenir la paix que vous méritez. Voilà. Perhaps one thing. Dr. Mukwege said there is a need to establish the truth. In a war, usually, I assume it's the same in the war you have in your country, the truth is the first thing who dies in war. And when I ask myself, why is Dr. Mukwege in threat for the work he's doing? I think because it is this, that he documents who was responsible also for something, for this war crimes. And I think all those of you who may have different political opinions who should run your country or who should run the neighboring country, I think we should always, from a human rights perspective, to see it is most important for a victim to get concrete help, but also to establish the truth. And in this you have to be very specific. And it's not a good rape or a bad rape, it is always a horrible rape, regardless who commits it. And I hope that this debate also could help at least to see what is the root cause of the war, as you all know. But I think the prize was also given to your work, but also to highlight the need actually to address sexualized violence as a weapon of war. And I think it should be also the focus, or at least for me in the Parliament, to continue to work with this. D'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici ce soir. Je propose qu'on termine par une ovation au Dr Mukwege.